Très bien. Eh bien, nous avons ce matin une audition, puisque nous recevons l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme, avec sa présidente Marie-Thérèse Geffroy, son directeur, Monsieur Hervé Fernandez, et Monsieur Éric Dedelec, coordonnateur national. Nous sommes heureux de vous recevoir parce que la lutte contre l'illettrisme, il y a eu le coup de projecteur de la grande cause nationale l'année dernière, en 2013. Mais toutes ces actions que vous menez avec tous vos partenaires continuent, bien entendu, et plus que jamais, d'une certaine manière, suite à cette grande cause nationale. C'est pour ça que nous sommes très heureux de vous accueillir et puis d'avoir votre éclairage sur la question des relations entre l'école et les parents. Alors, ce que je vous propose, peut-être, Madame la Présidente, c'est que vous fassiez une intervention liminaire, enfin, en accord avec messieurs Fernandez et Nedelec, et puis qu'ensuite, on puisse échanger. Je vous laisse la parole. Merci, Monsieur le Président, Madame le député, Monsieur. C'est nous qui sommes très heureux d'être reçus ici à l'Assemblée nationale. Après une année qui a été très importante, encore plus que les autres, pour la lutte contre l'illettrisme et sa prévention dans notre pays, je veux parler de la grande cause nationale. Alors chacun sait qu'une grande cause nationale, contrairement à ce qui peut être présent dans beaucoup d'esprits, n'est pas une pourvoyeuse de moyens financiers pour mener des actions, mais qu'en revanche, c'est un éclairage qui est donné sur un problème méconnu et qui vaut quelquefois bien tous les investissements financiers. Car pour pouvoir entreprendre une politique à la hauteur des moyens, encore faut-il que chacun connaisse bien ce dont il est question, qui sont les personnes concernées, comment on peut mener l'action et qui peut en être responsable. Et je voudrais simplement insister sur le fait que après 10 ans de travail avec une structure très très légère, souple et réactive, avec un budget modeste, nous avons pu mobiliser des dizaines, des centaines de partenaires sur tout le territoire. Car le problème de l'illettrisme n'est pas un problème à considérer de manière abstraite. Il faut savoir d'abord quelles sont les difficultés vécues par les personnes concernées, qui elles sont, ce qu'elles font, où elles vivent, pour pouvoir prendre en considération le problème dans toute son ampleur. Il faut aussi se dire que, si l'on considère le sujet de la mission qui vous a été confiée, le problème de l'illettrisme est très étroitement lié à l'école, mais il est encore plus étroitement lié à la société. Car quand vous abordez le problème école-parents, vous abordez le problème des familles, vous abordez le problème de la vie partout dans toutes les communes de France. Et dans toutes les communes de France, il y a des parents, des enfants qui sont, pour un certain nombre, en difficulté relationnelle avec l'école parce qu'ils n'ont peut-être pas tous les moyens d'être à l'aise avec cette institution dont eux, parents ou grands-parents, n'ont pas forcément le meilleur souvenir du monde puisque ce n'est pas synonyme pour eux de succès et de réussite. Donc, le sujet que vous avez abordé est étroitement lié à la lutte contre l'illettrisme dans son ensemble. Bien sûr, prévenir ce problème, faire en sorte que l'illettrisme ne prenne pas racine dès l'enfance, dès la toute petite enfance, faire en sorte aussi que l'école de la République mène à bien sa mission qui est d'abord d'assurer à chacun l'essentiel, c'est-à-dire la base de la base, pour bien sûr pouvoir aller plus loin. Et c'est tout le rôle de l'école, mais faire en sorte aussi que cette mission de l'école républicaine s'exerce dans un cadre auquel les parents puissent être associés pour soutenir l'effort de leurs enfants, les accompagner dans leur scolarité. Et c'est là où le rôle de l'école et le rôle de tous ceux qui l'entourent, au niveau de toutes les communautés de vie, eh bien, est particulièrement important. Et le lien entre parents et école est décisif pour faire en sorte que la lutte contre l'illettrisme commence d'abord par la prévention. Vous aurez tout à l'heure un exposé un peu plus concret sur les actions qui ont été entreprises pour ce faire. Je voudrais simplement ajouter une vue d'ensemble du problème.
nous avons réalisé en 2004-2005 la première enquête avec l'INSEE, la première enquête sur le problème de l'illettrisme en France. Et la réalisation de cette première enquête a été précédée de ce qui nous paraissait indispensable, c'est-à-dire une clarification du problème. Car tout le monde parle de l'illettrisme depuis plusieurs décennies, mais souvent personne ne parlait de la même chose. Et nous avons essayé de faire en sorte que d'une affaire de spécialistes, d'une affaire de la communauté scientifique ou d'un cercle restreint, ce problème devienne le fait de chacun dans notre société. C'est simple de faire la différence entre ceux qui ont été scolarisés et qui, malheureusement, ayant été scolarisés, ne maîtrisent pas à la fin de leur scolarité ou à un moment de leur vie, parce que leurs acquis à la sortie de l'école obligatoire étaient trop fragiles, la base de la base, la lecture, l'écriture, dans des situations simples de la vie courante. Et c'est une situation bien différente et qui a été trop souvent confondue avec celle de l'apprentissage d'une langue étrangère ou d'une langue seconde, c'est-à-dire la situation dans laquelle vous ou moi, nous nous trouvons, si nous voulons, nous installer dans un pays parce que nous avons à apprendre une langue qui n'est pas notre langue maternelle. Ce n'est pas la même chose. Et faute d'avoir fait suffisamment la distinction entre ces deux problèmes, eh bien, on a voulu, englobant les deux dans le même bocal, faire une sorte de produit, faire une sorte de service qui ne correspondait vraiment aux besoins de personne. Donc c'est important de bien clarifier les choses. Et c'est ce que nous avons fait avec tous les partenaires qui sont associés à l'agence, c'est-à-dire bien sûr les institutions, euh, les ministères, bien sûr les collectivités territoriales, mais aussi tout le réseau que nous avons constitué avec les partenaires sociaux, avec le monde associatif, avec tous ceux qui, de près ou de loin, peuvent être confrontés avec des situations d'illettrisme, et notamment au sein du monde du travail, tous les partenaires sociaux. Donc, cette analyse de la situation en France a été rendue possible parce que tout le monde s'est mis d'accord pour clarifier d'abord ces définitions. Ce n'était pas simplement un travail académique et spéculatif, c'est un travail qui s'est appuyé sur la réalité. Quelle est la situation que vit une personne qui est allée à l'école et qui tout d'un coup ne sait plus lire le petit mot qui est dans le cartable de son enfant, n'arrive pas à rédiger un chèque, n'arrive pas à lire une consigne de sécurité. Ce n'est pas pareil que celle de quelqu'un qui se trouve dans un pays dont il ne parle pas la langue maternelle et qui a besoin d'une traduction pour ce faire et qui a besoin d'apprendre une langue. Abordons très brièvement aussi le problème de l'analphabétisme, dont beaucoup d'institutions internationales comme l'UNESCO s'occupent de par le monde, parce que nous savons bien que tous les enfants dans le monde n'ont pas encore accès à l'école, que beaucoup d'adultes n'ont pas non plus accès à l'apprentissage au cours de leur vie, et que n'ayant jamais été scolarisés ni confrontés avec ces premiers apprentissages, eh bien, ils sont en situation d'analphabétisme. En 3 phrases très courtes, nous avons donc défini les situations et cette base nous a permis de pouvoir, avec l'INSEE, produire un module de mesure de la situation de l'illettrisme en France. Et vous avez eu les chiffres, 3 100 000 personnes, 9% de la population âgée de 18 à 65 ans en 2005. Et grâce aux efforts conjugués, et je voudrais vraiment insister sur le fait de conjuguer, grâce aux efforts de tous conjugués, chacun dans son cœur de métier, mais étant bien conscient de la part qu'il peut apporter en termes de solution à ce problème, eh bien, nous avons vu en 2012, en réitérant la même enquête avec le même thermomètre, les mêmes indicateurs, nous avons vu que le chiffre de l'illettrisme avait régressé, passant de 9% de la population des 18 à 65 ans à 7%. Passer de 3 100 000 à 2 500 000, c'est significatif. Et ça montre bien que la méthode de travail qui peut paraître très, très modeste dans les ambitions de chacun est en fait un produit exceptionnel parce qu'il conjugue toutes les forces de ceux qui peuvent y contribuer et aussi tous les moyens, bien sûr, tous les moyens qu'il serait impossible à une seule institution de distribuer à elle seule.
Alors je vais passer la parole à Hervé Fernandez, le directeur de l'agence, pour qu'il puisse vous faire état de ce que la lutte contre l'illettrisme peut apporter et sa prévention peut apporter à l'amélioration des relations entre parents et école et faire en sorte que, je crois que c'est ça l'essentiel, toutes les familles se sentent les bienvenues, se sentent à l'aise à l'école et que toutes les familles se sentent à la hauteur, quel que soit leur niveau de formation. Que chacun se dise, je peux suivre, quelle que soit ma situation, les progrès de mon enfant, je peux l'accompagner dans les sorties scolaires, je peux parler avec son maître ou sa maîtresse, je peux moi aussi participer à la communauté éducative qui l'entoure chaque jour. Merci, Monsieur Fernandez. Bien, Monsieur le Président, Madame la rapporteure, voilà, je vais évoquer le rôle que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme peut jouer pour rapprocher des parents qu'on peut qualifier de à faible capital scolaire de l'école que fréquentent leurs enfants. L'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a 3 missions principales. La première consiste à mesurer le problème de l'illettrisme, rendre disponibles toutes les informations qui permettent de bien cerner l'étendue du problème dans la population, que ce soit en lien étroit avec l'INSEE et aussi avec le ministère de l'Éducation nationale lorsqu'il s'agit de mesurer le problème de l'illettrisme lors de la journée défense citoyenneté. Elle a aussi pour ambition et pour mission de relier le plus possible, d'agencer aussi les moyens, mais de relier tous ceux qui peuvent jouer un rôle dans la prévention, la prise en charge des familles, la prise en charge des adultes, autour d'une table, les réunir autour d'une table pour qu'ils puissent se mettre d'accord sur un certain nombre de principes et puis partager de l'information, surtout partager de l'information et unir leurs efforts. Donc ça se traduit concrètement par des stratégies régionales, des plans de prévention et de lutte contre l'illettrisme qui sont bâtis dans chaque région et qui associent les services de l'État, les préfets, les services du conseil régional, les services académiques aussi, puisqu'il y a des plans de prévention de l'illettrisme, et en réunissant, et les partenaires sociaux, bien sûr, sur les territoires. Et c'est en réunissant l'ensemble de ces partenaires qu'on arrive à bien cerner l'effet que peut avoir des actions en direction des adultes sur la trajectoire scolaire de leurs enfants. Et donc ce travail de mobilisation, mais de réunion aussi, s'exerce auprès et avec tous ceux qui contribuent à donner le goût de la lecture auprès des tout-petits, des enfants, tous ceux qui contribuent à leur donner le goût de la lecture dans le cadre de leur loisir. Et on pense à l'ensemble de toutes les organisations qui travaillent dans le champ de l'éducation populaire notamment, et qu'on a retrouvé dans ce collectif qui a demandé à obtenir le label Grande Cause nationale en 2013, donc une centaine d'organisations qui se sont fédérées de la société civile pour qu'on franchisse une étape en 2013. Et la troisième mission de l'agence consiste aussi à outiller, à mettre à disposition ce qui manque pour que l'action puisse se développer. Donc on avait fait le constat que un certain nombre d'actions menées en direction de parents qui sont en situation d'illettrisme avaient des effets sur le parcours, la trajectoire, la qualité des relations aussi qu'ils entretiennent avec l'école. Et on a fait l'hypothèse qu'en misant sur des formations très formelles, organisées auprès de ces parents, eh bien, on allait pouvoir consolider les premiers apprentissages de leurs enfants aussi, améliorer les relations qu'ils pouvaient avoir avec l'école. On a expérimenté ce type de démarche qu'on a appelé des actions éducatives familiales. Ça s'est fait sur plusieurs territoires, au départ dans le cadre d'une expérimentation sociale avec l'aide du Fonds d'expérimentation pour la jeunesse, et puis on en a tiré des guides pour agir, un kit pour mettre en place ce type d'action sur d'autres territoires, une sorte de mode d'emploi pour agir, qui est maintenant diffusé, disponible, et on est dans une étape, maintenant on est entré dans une étape de généralisation, c'est-à-dire qu'on est allé observer ce qui se faisait, on l'a formalisé, on l'a évalué,
on en a sorti les clés de réussite, les écueils à éviter, des conseils pour mettre en place ce type de démarche, et en formalisant ce type de support, en s'équipant aussi en termes de contenu de formation pour faciliter la prise en main de ce type de guide pour agir. Nous sommes maintenant entrés avec le soutien de partenaires publics, de partenaires privés aussi, de fondations, dans une démarche d'essaimage de ces actions éducatives familiales, dont on sait qu'elles réconcilient aussi des familles avec l'institution scolaire parce qu'elles sont plus à l'aise pour franchir la porte de l'école. Ces familles, les personnes concernées par l'illettrisme ont plutôt en commun d'avoir connu une succession d'échecs et d'être un peu fâchées avec l'institution scolaire. Donc là, c'est une occasion de les réconcilier. Et il y a aussi tout un travail qui est conduit en direction des salariés, dont on sait qu'ils sont parents et ils ont des enfants à l'école, des salariés du secteur privé, des agents du secteur public, avec la mobilisation très forte des fonds de la formation professionnelle pour le financement d'actions de formation de base, de lutte contre l'illettrisme. Il y a ces 3 dernières années plus de 100 000 salariés et agents de collectivités territoriales qui ont bénéficié d'une formation de base. Donc il y a eu un véritable changement d'échelle. Et on sait aussi que c'est en renforçant ce capital de compétences de base qu'on arrive à éviter les phénomènes d'érosion des savoirs de base, parce qu'au fil du temps, les gens peuvent perdre, faute de stimulation, les compétences de base, mais en même temps, ça génère des effets sur l'autonomie au travail, mais aussi l'autonomie dans la famille, la place que jouent les parents dans la famille. Pour certains d'entre eux, ils nous disent qu'ils dépendent moins de leurs enfants. Les enfants peuvent être amenés à épauler leurs parents dans les démarches administratives, puisque les parents sont privés de cette capacité à rédiger des documents. Et donc, ça change aussi complètement les représentations au cœur des familles. Donc, vous l'avez compris, le travail de l'agence s'exerce à tous les niveaux, sur tous les fronts, prévenir des situations d'illettrisme en accompagnant tous ceux qui peuvent donner le goût de la lecture, permettre à chaque enfant de maîtriser cette base de la base essentielle, mais aussi faire reculer l'illettrisme auprès des adultes pour qu'il y ait un climat favorable, on va dire, pour que les premiers apprentissages s'installent dans la durée. Donc Eric Nedelec a suivi à l'agence la mise en place de ce kit. Donc on va vous remettre ce kit pédagogique pour la mise en œuvre des actions éducatives familiales. Quelques mots pour rentrer concrètement sur ce qu'est cette démarche des actions éducatives familiales, dont on peut dire qu'elle contribue avec le recul qu'on commence à avoir à considérablement améliorer les relations entre les parents et l'école. Alors d'abord, quelques constats. Ce que nous avons fait collectivement avec ceux qui, comme cela vous a été précisé, sont à nos côtés pour le développement de cette démarche. En troisième partie, ce qu'il faudrait maintenant, vers quoi il faudrait tendre pour améliorer ce travail entrepris sur cette relation école-famille. Donc les constats, ils sont simples. On a d'abord un postulat de départ, c'est que tous les parents, qu'on le veuille ou non, souhaitent la réussite de leurs enfants, mais que dans un grand nombre de cas, notamment pour ceux qui sont très éloignés de l'écrit, comme cela a été précisé, l'école reste un espace incompréhensible, mais au sens vraiment littéral du terme. Et on sait aussi que l'école, comme beaucoup d'autres espaces sociaux, pour communiquer avec l'extérieur, et notamment avec les parents, utilise le petit mot dans le cartable de l'enfant. Mais aujourd'hui, et ce point-là est essentiel, je voulais insister aussi, de plus en plus l'outil numérique, avec la généralisation, par exemple, dans le second degré, des espaces numériques de travail, du cahier de texte numérique. On fait le constat que cette généralisation dans l'utilisation de l'outil numérique éloigne encore plus ceux
que pourtant on voudrait rapprocher de l'école. Et pour illustrer ce propos, je donne des exemples concrets qui sont vécus de ce que peut produire chez une personne en situation d'illettrisme, avec toutes les bonnes intentions du monde, ce que peut dire une directrice d'école maternelle ou un directeur ou une directrice d'école élémentaire, un principal de collège, lorsque il y arrive plutôt bien en s'appuyant sur d'autres outils qui ont été développés notamment par le ministère de l'Éducation nationale. Je pense à la mallette des parents. On réussit à faire venir beaucoup de parents, parfois tous, dans une réunion en début d'année, pour par exemple leur expliquer, lorsqu'il s'agit des petites classes, toute l'importance qu'il y a de lire un livre à son enfant tous les jours. Et j'insiste sur cette formulation. C'est vrai que si je m'adresse avec toutes les bonnes intentions du monde, et on est tous ici convaincus que c'est bien de lire un livre à son enfant tous les jours, on n'a pas conscience l'effet que cela produit chez le papa ou la maman qui a fait l'effort de venir et qui est en situation d'illettrisme. J'ai l'habitude de dire qu'on le condamne à une double peine, c'est-à-dire qu'on lui renvoie cette incompétence qu'il a par rapport au savoir de base, on lui dit tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire, et on le condamne, et ceci est beaucoup plus grave par rapport au sujet qui vous préoccupe, on le condamne à considérer que son enfant va échouer, puisqu'il ne pourra pas le faire. Et je dis souvent que si simplement, au lieu d'utiliser cette formulation-là, on dit, vous savez, c'est bien tous les jours de vous asseoir à côté de votre enfant, de feuilleter avec lui les pages d'un album, de parler avec lui de ce qu'il a fait, le résultat ne sera pas le même. Et si je donne cet exemple-là, je pourrais aussi en donner un autre, c'est sur les cahiers de texte numériques, quand un principal de collège explique avec tout l'enthousiasme qui est légitime pour présenter une avancée comme celle-ci. Dans une réunion, j'ai assisté à plusieurs d'entre elles volontairement, on va vous distribuer à la fin de la réunion un code d'accès, un numéro d'identifiant, et vous pourrez vous connecter pour suivre les travaux de votre enfant sur cet espace numérique de travail. Et on a toujours, quand on regarde attentivement, quelques têtes qui se baissent à ce moment-là. Parce qu'on sait qu'il y a aussi un certain nombre de familles qui n'ont pas de fournisseurs d'accès, qui ne peuvent pas accéder et qui n'ont pas la maîtrise suffisante de l'écrit pour pouvoir accéder à cet outil-là. Et si j'insiste sur ces deux exemples-là, c'est le deuxième point pour expliquer ce que nous avons fait avec la formalisation de ce kit qui vous a été donné, de ce kit pédagogique. On considère que la première marche, ce qui est indispensable avant toute chose pour améliorer cette relation école-parent, c'est que les acteurs concernés, donc les cadres de l'éducation, les enseignants, soient sensibilisés, c'est le premier palier, qu'ils puissent faire comme on le fait régulièrement après une sensibilisation, qu'ils puissent faire la distinction entre les trois situations qui ont été évoquées. Moi, j'ai le souvenir de cette directrice d'école maternelle qui témoignait lors d'un séminaire organisé par le ministère et qui disait, elle venait de Seine-Saint-Denis, elle avait une représentation pensant qu'après sa mutation, elle était dans le Morvan, elle n'aurait plus évidemment à être confrontée aux situations qu'elle avait vécues en Seine-Saint-Denis. Et après le travail qu'on a fait avec elle, avec cette école, elle s'est aperçue que dans sa classe, il y avait 3, 4, 5, 6 parents qu'elle ne voyait jamais. On est dans le Morvan pourtant, avec toutes les représentations qu'on peut avoir. On se dit que dans des zones comme celle-ci, tout le monde a du vocabulaire, tout le monde est impliqué, etc. Et elle a pris conscience, avec le travail qu'on a fait dans le cadre de cette expérimentation, qu'il y a des parents en situation d'illettrisme dans les zones rurales et faiblement peuplées. Ce qui fait, et c'est le deuxième élément qui montre qu'on a avancé, que cette personne-là, mais aujourd'hui beaucoup d'enseignants, notamment dans les écoles maternelles, dans les écoles élémentaires, grâce à ce gros travail de sensibilisation qui s'est démultiplié depuis le mois de novembre, puisque ce kit a été présenté lors des assises nationales et européennes par Madame Paul Angevin, à l'époque ministre déléguée à la réussite éducative. Depuis, ce sont plusieurs centaines, voire milliers. On est en train de capitaliser toutes les opérations de sensibilisation de ce type-là qui ont eu lieu dans l'éducation nationale, qui fait qu'aujourd'hui, ces acteurs-là sont capables de faire la distinction et de mettre en confiance les personnes dont je parlais tout à l'heure, qui ne se sentent pas condamnées à la double peine quand le problème qui les concerne est mieux connu. Donc voilà ce que nous avons fait, ça avance. Aujourd'hui, ce qui serait utile, c'est qu'une fois que ces parents se sentent mis en confiance, se sentent compris, parce qu'on ne leur renvoie pas l'image de ceux qui ne savent pas, notamment accompagner la scolarité de leurs enfants parce qu'ils ont des difficultés avec la lecture et l'écriture,
ce sont des personnes qui très rapidement, une fois mises en confiance, formulent des besoins, ont des attentes. Elles ont envie, pour certaines d'entre elles, de participer à d'autres activités. Ou voire pour celles qui sont déjà le plus mûres, le plus motivées, entrer en formation. Et là, on a besoin de pouvoir mobiliser, et c'est ce qu'on appelle, nous, le palier 2, parce que rien ne serait pire que d'avoir suscité des besoins auxquels on ne pourrait pas répondre. On a besoin pour ces personnes-là de leur proposer des réponses. C'est-à-dire quand un papa ou une maman ose dire à l'enseignant, de ses enfants, au directeur de l'école, que ben, lui, il a des difficultés avec l'outil informatique et qu'il n'aura peut-être pas la possibilité d'aller consulter le cahier de texte numérique. Si à ce moment-là, on a la possibilité de façon très simple de proposer des actions de sensibilisation, y compris dans les mêmes locaux où sont scolarisés les enfants. On a dans les collèges et dans les établissements du second degré, d'une manière générale, on a des équipements informatiques qui permettraient des actions toutes simples de sensibilisation. Donc ça, c'est un premier point. Et on a besoin surtout de mobiliser le droit commun qui existe déjà, notamment sur le soutien à la parentalité. Beaucoup de ces papas et de ces mamans aimeraient eux aussi participer à ces actions qui existent, qui sont financées, qui sont celles qui relèvent des politiques publiques autour du soutien à la parentalité, mais qui restent quand même souvent inaccessibles pour les personnes qui sont en situation d'illettrisme. Et pour terminer, je donnerai encore cet exemple concret de cette maman qui, toujours dans le Morvan, après avoir pendant 2 ans fait un travail avec nous sur cette expérimentation qui nous a conduit à parler aujourd'hui des actions éducatives familiales, qui pendant 2 ans a vécu avec d'autres papas et d'autres mamans en situation d'illettrisme une activité qui est très proche de ce que mettent en place les réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité. Donc il y avait cette maman qui présentait à Dijon, lors d'une rencontre où avaient été invités par exemple des chargés de mission de la caisse d'allocation familiale qui s'occupent des réseaux d'écoute et d'appui à la parentalité. Et cette chargée de mission dit à cette maman, mais ce que vous avez fait pendant 2 ans à titre expérimental, c'est rien d'autre qu'un réap. Elle lui dit comme ça, c'est rien d'autre que du réap. Et là, la maman, qui s'appelle Bernadette, lui dit, est-ce qu'il y en a un dans la ville où elle habite? Comment je fais pour savoir qu'il y en a un? Et comment je fais pour y entrer? Je crois qu'à travers cet exemple, moi, que j'utilise souvent, on montre bien qu'il ne s'agit pas de mobiliser des fonds publics supplémentaires, mais de réinterroger ceux qui existent, et notamment ceux qui sont sur le champ du soutien à la parentalité. C'est tout le travail qu'on s'efforce de faire, mais parfois avec un peu de difficulté avec la CNAF et avec ces acteurs-là, pour montrer que ces actions, on dit qu'on a chaque année 870 000 parents qui bénéficient d'actions de soutien à la parentalité, et on sait que la maîtrise des savoirs de base, c'est un instrument opérant au service de la parentalité. Quand les parents savent mieux lire et écrire, ils exercent plus leur fonction parentale avec plus d'efficacité, avec plus d'estime. Sauf que quand on nous dit 870 000 adultes par an qui sur l'ensemble du territoire ont bénéficié de ces actions-là, nous la question qu'on pose, alors de façon un peu brutale, est-ce qu'on retrouve nous, nos parents en situation d'illettrisme dans ces 870 000? On n'a pas eu encore beaucoup de réponses. Très bien. Écoutez, merci pour vos interventions. Moi, j'aurais à ce stade trois questions. La première, ce kit pédagogique est à destination de l'école primaire, mais est-ce qu'il y a aussi un travail qui est fait au niveau des collèges? Ou est-ce que c'est vraiment au niveau de l'école primaire où le travail doit être fait? Le deuxième point, c'est la question du rapport des parents avec les locaux de l'école. Est-ce que ces actions se font, les approches que vous avez là, éducatives, familiales, se font dans le cadre de l'école, des locaux de l'école, ou est-ce qu'il y a des expérimentations, enfin des actions qui se font dans des locaux publics ou parapublics, quoi, disons, mais qui sont centres sociaux, enfin, etc. Et le troisième point, qui est un peu plus général, là, c'est vous avez indiqué, Madame la Présidente, au début, la mise en place de plans régionaux, de programmes régionaux. C'est aussi le rapport au terrain. Quelle est la bonne échelle pour pouvoir initier des actions? Est-ce que, effectivement, le niveau régional, qui est peut-être amené à évoluer dans sa taille, au moins
partie de notre territoire, mais est la bonne échelle pour ensuite pouvoir effectivement fédérer les actions, faire des retours d'expérience. Enfin, voilà, un peu quelle est votre vision aussi en termes d'organisation institutionnelle. Alors, je sais, il y a deux questions un peu concrètes, puis une question plus générale. Voilà. Donc, ce kit, alors, qu'on appelle kit pédagogique, comme tout ce que l'agence produit, a vocation à évoluer, à s'enrichir, à être utilisé dans différents espaces. Il a été évidemment d'abord pensé plutôt pour les petites classes, parce que plus on intervient tôt, mieux c'est. Mais quand vous regarderez la façon dont il est constitué, toutes les premières fiches qui sont proposées dans ce kit à l'usage des acteurs, ce sont des fiches qui pourraient très bien être utilisées. On a en plus la possibilité de télécharger des petits films qui illustrent bien le problème, peuvent être utilisés par n'importe quels acteurs, y compris des acteurs qui seraient en dehors de l'école. C'est l'illettrisme. C'est quoi? De quoi parle-t-on? De qui parle-t-on? De combien parle-t-on et comment on peut agir. Donc après, quand on rentre un peu plus dans le détail de comment on peut faire pour mobiliser, mettre en confiance des parents, on a un kit qui serait beaucoup plus orienté sur l'école primaire. Mais on a, avec la Direction générale de l'enseignement scolaire, l'intention de continuer le travail et d'enrichir ce kit, y compris, et parce que c'est ce qu'on souhaite nous toujours, le connecter avec ce qui existe déjà. Notamment, je pense à la mallette des parents, qui a été aussi né d'une expérimentation au même moment que nous. Et il y a des connexions qui peuvent se faire. Il y a des initiatives justement aussi locales qui existent dans des collèges, dans des établissements, où ce qu'il faut, c'est que ce kit, ces outils, ces boîtes à outils qu'on peut nous formaliser, sont des matrices qui peuvent en générer d'autres et qui peuvent se nourrir de ce qui a pu être fait. Mais c'est vrai qu'on travaille beaucoup, j'insiste, comme je l'ai fait tout à l'heure sur la question du numérique, on travaille beaucoup sur la question, dans le second degré, de l'accès au numérique. L'accès au numérique, et on envisage justement, on est en discussion avec la Direction générale de l'enseignement scolaire en ce moment, d'expérimenter cette question au moment où les chefs d'établissement présentent les espaces numériques de travail, les cahiers de texte numériques, si au même moment on proposait des actions toutes simples, ces salles multimédiales sont parfois peut-être un peu sous-utilisées, on pourrait proposer que dans les collèges et dans les lycées, en prenant appui y compris sur les expertises qu'il peut y avoir à l'intérieur de l'établissement. Je pense notamment au fait qu'on a des Greta qui travaillent dans ces établissements et on peut avoir des expertises sur ce champ-là. Donc c'est quelque chose qui va continuer d'être enrichi, d'être évolué. C'est y compris un outil qui est utilisé par des acteurs qui travaillent à côté de l'école, notamment les acteurs qui travaillent sur le champ du périscolaire, de l'accompagnement à la scolarité. Et donc c'est vrai que pour répondre à votre deuxième question sur où peuvent se passer, nous on souhaite, et là où c'est efficace, c'est quand ça se passe à l'école. Parce qu'il faut franchir le mur, il faut franchir la porte. Et on a, Hervé Fernandez évoqué le travail qu'on fait avec certaines fondations. Il y a une fondation qui nous soutient pour développer cette démarche-là. Et on a une des actions qu'ils ont soutenues qui se déroule à Bolène, et où là, on a... C'est la fondation Areva. Voilà. À Bolène, on a plusieurs centaines de parents qui sont réunis dans les locaux scolaires et qui, dans un premier temps, participent simplement à des actions qui visent à les mettre en confiance. Et en quelques mois, on a réussi, on a pu mesurer aussi les effets. Il y a des parents qui osent après accompagner des sorties scolaires. On a fait aussi des constats, alors ça paraît peut-être parfois anecdotique, mais c'est extrêmement important et on travaille là-dessus aussi avec toutes les fédérations des parents d'élèves. On constate que partout où on a mis en place ce type de démarche, on augmente de façon considérable le taux de participation aux élections de parents d'élèves. Et on travaille en ce moment spécifiquement, on va ouvrir un chantier avec la FCPE et la PEP, les deux, ensemble, qui ont accepté de travailler sur ce sujet, sur un outil de communication adapté aux parents en situation d'illettrisme. Parce que là aussi, on se lamente parfois qu'ils ne viennent pas voter, parce que le taux de participation dans le second degré est très important, et très faible, pardon. Et on s'aperçoit que souvent, les parents qu'on retrouve
dans ces instances des fédérations de parents d'élèves, maîtrisent bien la langue scolaire. Et on travaille aussi, par contre, on fait aussi des actions de ce type-là, et ça c'est tout l'enjeu qui avait été porté par le ministère délégué à la réussite éducative, c'est de faire en sorte que l'école ne peut pas tout toute seule, et que ce défi qui consiste à mobiliser des parents en prenant appui quand même sur cet espace qui est universel parce qu'il y en a partout, qui est l'école, doit être relayé à l'extérieur. Donc c'est pour ça que sur ce chantier-là sont associés tous nos partenaires. Tous nos partenaires sont aujourd'hui, notamment tous ceux avec qui on a des conventions de coopération, je pense à l'APFE, je pense à la FEV, je pense à la Ligue de l'enseignement, tous ces acteurs-là sont aujourd'hui en mesure, y compris dans leur propre réseau, de présenter cette démarche, ce qui fait que ça crée des articulations qui sont particulièrement efficaces. Et dans le prolongement de la réponse apportée par Eric, moi je voudrais souligner que quand l'expérimentation a été conduite, voilà, elle a été conduite prioritairement au moment où les enfants entrent à l'école, parce qu'on sait que c'est un moment qui génère une forte motivation pour les parents. Tous les parents souhaitent que leur enfant réussisse, et on sait qu'il y a une forte motivation qui est générée pour des parents éloignés de la lecture et de l'écriture, qui les conduit à franchir ce pas qui fait qu'ils vont renouer avec la lecture et l'écriture. Donc on s'est concentré sur cette entrée à l'école, mais en même temps, l'expérimentation a clairement mis en évidence la nécessité de travailler sur les transitions, les passages. Enfin, il y a des moments comme ça, ça a été révélé par l'expérimentation, de stress chez les parents. Le passage de la maternelle au cours préparatoire, le passage du CM2 en 6e, donc école-collège. Enfin, et donc, on sait que ce sont des périodes charnières qui nécessitent un accompagnement renforcé un peu auprès des parents, parce que il y a la question de l'orientation, et donc les parents, cette question de l'orientation, c'est aussi et surtout une affaire de famille, on va dire. Donc les parents qui n'ont pas les outils, les armes pour accéder à l'information disponible doivent être épaulés à ce moment-là. C'est un point de fragilité, on va dire, qu'on a clairement identifié lors de l'expérimentation. Vous avez évoqué la question des échelons de référence, enfin le niveau régional, local. On a considéré jusqu'à présent que l'échelon régional pouvait être l'échelon un peu stratégique, ou au niveau duquel les politiques en matière d'éducation, de formation, doivent se définir du point de vue du sens à donner, du cap à donner à l'action. Donc on considère que c'est le niveau avec le conseil régional, avec les services de l'État, avec les partenaires sociaux, avec aussi les rectorats, où doivent se définir des stratégies à 4-5 ans. Et c'est à ce niveau qu'on peut agencer les moyens, voir quels sont les moyens qui sont mobilisés pour prévenir et lutter contre l'illettrisme. Mais ça n'est qu'un niveau de régulation stratégique. Et bien sûr, voilà, les initiatives doivent être épaulées et rendues visibles aussi sur l'ensemble des territoires. Donc c'est pour épauler ceux qui agissent que nous avons sollicité l'aide du Fonds social européen pour conduire un programme ambitieux, puisqu'il a réuni ces 5 dernières années plus de 9000 acteurs de la lutte contre l'illettrisme, et donc épauler ces acteurs en mettant à leur disposition des outils qu'on va formaliser en prenant appui sur les bonnes pratiques, ce qui se fait tous les jours. On considère que ceux qui font ont l'expérience suffisante pour témoigner auprès de ceux qui se demandent comment faire pour agir, parce que ce problème, on ne sait pas toujours comment l'attraper. Donc là, ceux qui font témoignent auprès de ceux qui souhaitent faire et mettent à leur disposition ce qu'ils ont déjà forgé comme outil
ce qui fait qu'on gagne du temps, on économise des moyens aussi, mais notre rôle, c'est de créer les conditions pour que cet échange de bonnes pratiques soit possible, et c'est une réalité, puisque sur l'ensemble des territoires, on dispose maintenant d'une vision claire de ce qui existe, avec des outils derrière. Ce travail, on le fait avec des moyens supplémentaires de l'Union européenne, mais on le fait avec des crédits de fonctionnement qui sont extrêmement modestes, c'est-à-dire que l'Agence nationale de lutte contre l'illettrisme a le budget au niveau national d'un centre social, c'est-à-dire 700 000 € de fonctionnement annuel avec une équipe de 14 personnes. Donc là, vous avez le tiers des effectifs présents devant vous. Donc c'est une agence publique qui est économe de moyens, au sens où ce qui fait notre force, c'est pas notre budget, l'argent qu'on collecte avec des taxes ou qu'on reverse, puisque l'agence ne distribue pas de moyens. Ce qui fait la force de cette méthode de travail, c'est avant tout la capacité à faire venir, à réunir une centaine d'organisations autour d'un problème à résoudre, celui de l'illettrisme, et qui ont la volonté de s'attaquer à ce problème, chacun dans leur cœur de métier. Donc on fait le pari que si chacun dans son cœur de métier prend en charge des personnes concernées, eh bien on a un effet démultiplicateur beaucoup plus lourd. C'est vraiment une réalité aujourd'hui, parce que ça marche. Ça marche avec peu, mais ça marche parce que les chiffres de l'illettrisme ont reculé. Et sur le plan de l'organisation territoriale, pour ajouter à ce qu'a dit Hervé Fernandez, je voudrais insister sur l'action, elle se fait au niveau local. Elle se fait au niveau de la commune, elle se fait au niveau du petit territoire, elle se fait au niveau de l'entreprise, elle se fait, voilà. Il faut qu'elle soit au plus près des personnes. Mais ce n'est pas parce qu'elle se fait au plus près des personnes qu'elle doit se faire de manière éparpillée. Alors, il faut qu'il y ait un double mouvement. Le mouvement de dire, nous, notre stratégie à l'agence, ça a été toujours de partir de la réalité, la situation des personnes, comment elles la vivent, comment peut-on y remédier. Ce que font les acteurs de terrain, ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et ce beau nom de forum des pratiques que vous a expliqué Hervé Fernandez tout à l'heure, c'est la pêche à toutes les initiatives qui marchent, n'est pas la pêche pour faire un petit spot à l'actualité régionale et montrer dans le journal, regardez comme ils font bien, comme ils sont beaux, comme ils sont gentils, bien sûr aussi. Non, c'est analyser les pratiques d'une manière rigoureuse et solide et produire ce dont on vous a parlé, des modes d'emploi pour agir, qui peuvent être transposables. Ça veut donc dire qu'on doit travailler d'une manière professionnelle avec tous les atouts que donne l'énergie de l'engagement, qu'il soit de quelque nature, quelles qu'en soient les motivations, qu'on doit conjuguer tout cela et qu'on doit produire des outils professionnels, mais que pour produire ces outils professionnels et pour qu'ils soient utilisés ailleurs, où ça marche moins bien ou bien où on n'a pas encore eu cette idée, il faut une organisation. Et l'organisation, nous avions pensé qu'elle pouvait se faire au niveau régional. Et pour l'instant, c'est très modeste, hein. Nous avons des relais au niveau des régions, des chargés de mission régionaux, mais ce ne sont pas les envoyés spéciaux, ce sont les délégués de l'agence qui ont en main ce qui est indispensable pour que l'action se déploie sur le terrain, c'est-à-dire ce qui n'est pas produit aussi par le terrain, les données qui sont communes à tous. Tout à l'heure, je m'explique. Tout à l'heure, on parlait de cette institutrice du Morvan et qui venait de la région parisienne. Elle se dit, dans le Morvan, je ne vais pas avoir de personnes en situation d'illettrisme. Mais pourtant, depuis 2005, on a produit une enquête avec l'INSEE. On a produit des documents simples, 4 pages, tout simples. La moitié des personnes en situation d'illettrisme vivent dans les zones rurales ou faiblement peuplées. Des extractions régionales. On a fait, sous un ministre qui était en 2010, Luc Châtel, on a fait des assises régionales partout. On a mobilisé des centaines, des milliers de cadres de l'éducation nationale. On nous a
donner l'opportunité de présenter cette enquête simplement avec les chiffres de l'INSEE, imparables, simples, tout le monde pouvait comprendre. Le problème, c'est que ça n'est pas descendu jusqu'à l'institutrice, ça n'est pas descendu jusqu'au niveau du terrain. Et cette dame, elle a perdu du temps. Elle a perdu du temps parce qu'il a fallu qu'elle se rende compte par elle-même. Alors les productions communes qui sont faites au niveau de notre agence, par exemple, un de leurs intérêts, c'est de faire en sorte qu'on ne perde pas de temps, que l'on gagne du temps et qu'on donne ce qui peut servir à tous. Et Hervé Fernandez vous disait tout à l'heure, nous produisons ce qui manque. Eh bien oui, ça manquait l'enquête. Et les extractions régionales, quand on peut les faire, eh bien ça manque aussi. Et quand on a des chiffres comme ça, eh bien on fait l'économie de tous s'interroger. Ah mais oui, mais ce n'est pas possible, oh, pas possible, vous avez des illettrés dans votre école et tout ça. Oui, il y a des personnes qui sont confrontées à cette situation partout. Et quand on a les données, eh bien il faut faire ce double mouvement de collecte de ce qui marche sur le terrain, de descente des données, et bien entendu, ce qui marche sur le terrain devient souvent une donnée commune. Nous avons par exemple, vous avez parlé de l'école primaire, mais parlons des lycées professionnels, parlons des centres de formation d'apprentis. Nous avons mis au point à l'agence, grâce à l'apport de la fondation BTP+, notamment, un kit qui s'appelle compétences de base des apprentis, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup de ruptures des contrats d'apprentissage pour cause de faiblesse en compétences de base d'un certain nombre d'apprentis. Mais toujours avec la même méthode. Dans certains endroits, on a trouvé des choses qui marchent. Allons voir, formalisons, et tout ça se fait au cours des séances régionales de notre forum des pratiques, et après on le fait remonter au niveau national. Produisons un petit kit, un mode d'emploi pour agir, comme celui des actions éducatives familiales, et ensuite ça redescend, et on voit des dizaines et des dizaines et des dizaines de CFA qui s'en emparent et qui le mettent en place. Donc c'est important qu'on puisse à la fois avoir une structure qui s'adapte, si vous voulez, aux problèmes qui sont rencontrés sur le terrain et aussi aux problèmes des décideurs, parce que les décideurs ne peuvent pas, sur un problème aussi complexe et aussi difficile à régler, qui implique tellement d'acteurs, avoir le dispositif miracle. Ça n'existe pas, on l'a cru longtemps, mais ça n'existe pas. Donc l'importance de l'organisation régionale, pour terminer, c'est donc d'être entre les acteurs de terrain et le niveau national de production et de récollection de ce qui existe pour faire en sorte que dans un territoire où on peut se rencontrer, eh bien ceux qui ont à interagir puissent le faire régulièrement et n'agissent pas en parallèle, et n'agissent pas en allant voir telle ou telle collectivité territoriale en nous disant « Ah ben voilà, nous voulons inventer un outil, donnez-nous des moyens ». Non, regardons d'abord ce qui existe et faisons en sorte qu'on économise le temps, les moyens, l'ardeur, l'énergie et tout ce qu'on peut imaginer pour trouver plus d'efficacité et de rapidité. Madame la rapporteure. Merci, Monsieur le Président. Deux questions. Une rapide en réaction, Monsieur Nedelec, à ce que vous disiez. Vous parliez d'actions de mise en confiance. Est-ce que vous pouvez donner 2-3 exemples précis de ce que vous faites? Et une autre question un peu plus générale. On voit bien par toutes vos prises de parole ce qu'on peut faire une fois qu'on a les parents devant nous ou proches de nous. Une question, moi, qui me laisse encore un peu rêveuse, c'est comment on les touche, ces parents. C'est-à-dire que ceux qui ne rentrent pas dans l'école, comment va-t-on les chercher? Parce que on a bien compris, nous, après les auditions, et en particulier après nos visites, que un des outils est effectivement certainement de les faire rentrer par des actions qui s'adressent à eux et pas à leurs enfants. Ça paraît effectivement être une piste vraiment très très intéressante. Est-ce qu'il y a d'autres façons d'aller les chercher? Est-ce que, comme on nous l'a proposé par exemple, on peut se permettre d'aller les chercher chez eux, d'aller frapper à la porte? Voilà. Sur cet aspect-là, est-ce que vous avez, vous, là-dessus aussi des solutions?
sur la mise en confiance, c'est vrai que c'est difficile à mesurer de façon quantitative la mise en confiance, si ce n'est à travers des indicateurs comme ceux que j'évoquais déjà tout à l'heure, c'est-à-dire que dans cette première phase qui avait été une phase d'expérimentation, qui a conduit à la formalisation de cet outil, on avait très clairement mesuré, évalué, là pour le coup, de façon quantitative, que tout simplement, il venait, alors soit il revenait pour ceux qu'on avait pu voir une première fois et qu'on voyait disparaître suite, et c'est pour ça que j'ai volontairement choisi cet exemple qui montre qu'on a des parents qui peuvent avoir une première intention de venir, mais qui se sentent vite condamnés et qui reviennent plus. C'est ceux dont on dit parfois un peu rapidement qu'ils sont démissionnaires. Et puis on en a vu beaucoup qu'on ne connaissait pas et qui viennent et qui reviennent. Quand on a fait cette évaluation, avec un cabinet d'ailleurs, on voit ces parents qui participent aux sorties scolaires, qui participent, qui deviennent... j'ai cet exemple à Orléans, par exemple, d'une action où le constat qui a été fait sur cette école, c'est que l'année qui avait suivi des actions de ce type-là, ils avaient des délégués de parents d'élèves dans toutes les classes. Ils avaient des parents d'élèves qui participaient à la vie de l'école, alors que quelques mois auparavant, voilà, cette école se posait beaucoup de questions par rapport à la violence scolaire, à l'absentéisme, etc. Donc ça, c'est la mise en confiance, elle se mesure aussi sur la durée et elle se mesure. Il faut de façon évidente, parce qu'on sait que la plus grosse difficulté pour une personne en situation d'illettrisme, c'est d'oser. Oser, c'est le terme qu'on avait choisi l'an dernier aussi dans notre slogan pour la grande cause, oser réapprendre et oser spontanément pousser la porte d'un organisme de formation pour pouvoir oser dire j'ai des difficultés, on ne va pas le formuler de cette façon-là, il faut avoir un gros capital de mise en confiance. Donc ça veut dire que la mise en confiance, elle se construit collectivement. C'est-à-dire que ce petit élément qu'on propose à travers le kit pédagogique, c'est une mise en confiance à laquelle vont participer les acteurs de l'éducation nationale, mais qui doit être complétée et relayée par tous les autres acteurs. Parce que rien n'est pire pour une personne concernée de ce type-là que de se retrouver confrontée, je dirais, à des postures qui seront différentes. L'institutrice dont on parlait tout à l'heure a modifié sa posture professionnelle. Mais si la même personne après se retrouve devant une assistante sociale qui n'a pas modifié sa posture professionnelle, je dirais tout l'effet de mise en confiance qu'on a pu installer grâce à la première phase risque d'être perdu. Alors comment on les touche? Alors ça, c'est une question que se posent beaucoup et que se sont beaucoup posées tous les acteurs, notamment au moment de l'expérimentation sur cette action-là. On avait même c'est ce qui était intéressant, c'est qu'on a pu évaluer deux manières d'agir. Une manière qui consistait à dire on va se donner les moyens de repérer, de trouver des indices qui me permettent de dire que certainement cette famille-là, ce papa-là, cette maman-là est vraisemblablement en situation d'illettrisme, en cherchant des indices, en faisant des hypothèses. Donc ça, c'est un choix qui avait été fait sur un des lieux de l'expérimentation. Et puis on a un autre choix qui a été fait, c'est de dire il faut qu'on modifie sa façon de parler, sa façon d'agir, sa façon d'accueillir, en s'adressant à tous les parents, quels qu'ils soient. C'est la deuxième solution qui, notamment sur la question des actions éducatives familiales, montre qu'elle est plus efficace. Les personnes ont d'abord besoin j'utilise une formule qui ne nous appartient pas, c'est ATD Carmonde qui l'utilise, ils ont besoin de se sentir considérés à parité d'estime. Donc ce que disent les parents, c'est quand ils se retrouvent avec d'autres parents et qu'ils s'aperçoivent que leurs paroles, leurs problèmes, les questions qui peuvent se poser par rapport à la scolarité de leurs enfants sont les mêmes que tous les autres parents. Donc à partir du moment où on inscrit, c'est pour ça qu'on parle beaucoup de la nécessité de s'inscrire sur le droit commun. On sait sur ce champ-là, mais sur beaucoup d'autres champs, que ce qui a en partie échoué, c'est quand on a voulu absolument cibler et créer des dispositifs fléchés, prévention ou lutte contre l'illettrisme. À partir du moment où tout le travail qui est mis en œuvre, c'est pour ça que je parlais de façon insistante du soutien à la parentalité, on nous oppose souvent, on ne veut pas créer des dispositifs de soutien à la parentalité, option illettrisme. Mais nous, on dit évidemment qu'il ne faut pas, évidemment, mais ce qu'il faut, c'est que tous ces dispositifs, qui sont nombreux, soient accessibles, compréhensibles, et que les personnes, lorsqu'elles s'y trouvent, puissent y rester de façon durable. Je vais insister sur un point complémentaire. On parle de l'école, on parle des parents. Donc jusqu'à maintenant, nous avons parlé des enseignants
qui sont au feu sur tous les plans, et nous avons parlé des familles, des parents. Mais l'école, c'est pas seulement ça. Dans l'école, il y a toute une hiérarchie. Et je voudrais insister sur le fait que le rôle de la hiérarchie est quelque chose qui peut être formidablement dynamisant ou terriblement paralysant. Et c'est toute la conception du rôle de l'inspection. Est-ce que les inspecteurs, par exemple, à tous les niveaux, sont là pour épauler, pour conseiller, bien sûr aussi pour contrôler, mais est-ce qu'ils sont là aussi pour inviter à agir, inviter à se comporter d'une certaine manière qu'ils prennent en considération? Comment l'inspecteur considère-t-il l'instituteur qui va s'investir dans une action éducative familiale? Eh bien, je peux vous dire que l'expérience sur le terrain montre que la façon dont elle est considérée, quelles qu'aient pu être les directives, est tout à fait différente. Nous avons eu dans les premières expérimentations que nous avons conduites en action éducative familiale, une expérience qui avait formidablement bien marché, parce que l'inspecteur de circonscription en avait vu tout l'intérêt, qu'il s'était engagé, qu'il avait soutenu les maîtres qui s'y étaient engagés, qu'il avait pris les contacts que lui donnait sa position avec tout l'entourage. Et puis nous en avons un qui a dit « mais non, mais ça ne me regarde pas, ça ne m'intéresse pas ». Et l'institutrice, je la vois toujours, c'était dans des assises régionales, nous disant « l'année prochaine, je ne pourrai pas continuer. Je sens que c'est ce qu'il faut faire et qu'il faut du bien, mais je ne peux pas parce que je n'ai pas le soutien de ma hiérarchie ». Alors je crois que là, il y a quand même un problème de conception du travail, d'inspection qui existe dans toutes les institutions, mais qu'il y a vis-à-vis du problème de l'illettrisme à avoir une attitude bienveillante vis-à-vis des parents, mais surtout une attitude bienveillante vis-à-vis des enseignants qui s'engagent et qu'on en tienne compte aussi dans la manière dont on les accompagne dans leur carrière. Si on veut considérer que c'est la lutte contre l'échec scolaire, l'égalité des chances qui est l'objectif principal dans notre école, l'acquisition des savoirs par tous, eh bien, il faut que nous y mettions tous les moyens. Et le soutien aux enseignants qui s'engagent est quelque chose de capital. On n'est pas là simplement pour inspecter et pour faire en sorte de dire, voilà, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut faire. Il y a tout un soutien et un conseil surtout à apporter. Et c'est pour cela que l'esprit des assises académiques que nous avions organisées dans les années 2010 était quelque chose de, je dirais, quelque chose de vraiment séduisant, d'avoir tous ces inspecteurs, toute cette hiérarchie qui était là pour pouvoir voilà, se rendre compte d'un problème. L'important, c'est qu'après, les choses suivent sur le terrain. Parce que c'est sur le terrain que l'efficacité va être obtenue. Ça, je crois que vraiment, dans les relations famille-école, il y a beaucoup à faire pour que les enseignants soient encouragés à considérer que ça fait partie de leur mission. Bien entendu, dernier point, dans leur formation, eh bien, il y a aussi toute cette dimension à prendre en compte. Parce que quand on a des parents alliés, ça va beaucoup mieux que quand on a des parents craintifs ou carrément absents. Très bien. Bah, écoutez, Madame la Présidente, merci pour cette audition très, très riche. Et on retrouve tout l'enthousiasme que vous avez eu tout au long de l'année 2013 et que vous continuez à avoir. Et on vous suit dans toute votre action. Bonne fin de journée. Je vous remercie.